Soyez les bienvenus à la troisième présentation de la série 3, Insertion professionnelle et intégration des immigrants au Québec. Aujourd'hui, nous accueillons Claudia Prévost, détentrice d'un doctorat en ethnologie et patrimoine. Claudia s'est intéressée au parcours d'apprentissage du français des réfugiés d'origine bhoutanaise réinstallés dans la ville de Québec dans le cadre de sa recherche doctorale. Elle occupe les postes d'agent de recherche et de transfert au sein du Conseil supérieur de l'éducation depuis mars 2021. Aujourd'hui, elle nous parle de ses travaux de recherche. Bienvenue, Claudia. Merci, bonjour. Et on commence directement avec notre première question. Donc, c'est pourquoi est-ce que tu t'es intéressée au parcours d'apprentissage du français des réfugiés d'origine bhoutanaise? En fait, c'est que mon projet de maîtrise, tout ça a commencé avec mon projet de maîtrise qui, lui, portait sur les effets des pratiques de médiation culturelle sur le rapprochement interculturel. Donc, dans le cadre de mon projet de maîtrise, j'ai mis en œuvre une série d'ateliers interculturels qui réunissaient des cégepiens québécois natifs, mais aussi des personnes immigrantes qui étaient à ce moment-là en francisation au cégep de Sainte-Foy. Donc, c'est pendant mes études de maîtrise que j'ai vraiment été plongée dans l'univers de l'apprentissage du français. C'est là que j'ai observé que la période de l'apprentissage du français, c'est une période qui est marquée par de nombreux questionnements, par de nombreux apprentissages. Puis c'est aussi une période qui est vraiment, c'est une période de transition qui est vraiment importante dans le parcours d'adaptation et d'intégration des personnes immigrantes et réfugiées à la société d'accueil. Ce que j'ai vu aussi, c'est que en lien avec les questionnements, c'est qu'au terme de leur participation au programme de francisation, souvent les personnes immigrantes et réfugiées, oui, ont développé une certaine connaissance du français qui leur permet de se débrouiller au niveau des interactions quotidiennes, peut-être d'occuper un emploi, oui, mais pas toujours un emploi qui soit à la hauteur de leurs aspirations et de leurs compétences. Donc, au terme de ma maîtrise, j'étais vraiment intéressée à en savoir plus sur la question de l'apprentissage du français, d'autant plus que c'est une question qui est davantage étudiée par les linguistes ou par les gens qui sont en sciences de l'éducation, en didactique des langues. Il y a peu d'études qui portaient sur la façon dont est vécu l'apprentissage du français. Et pourquoi les réfugiés d'origine bhoutanaise? C'est que quand j'ai commencé mon projet d'études doctorale, ça a coïncidé avec le moment où la Ville de Québec a accueilli des réfugiés d'origine bhoutanaise, près de 1000 individus. Donc, c'était quand même un gros groupe de réfugiés. Et ces réfugiés-là avaient la particularité d'avoir passé près de 20 ans dans des camps de réfugiés au Népal. Donc, il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient peu scolarisés, voire analphabètes. L'apprentissage du français représentait donc un important défi pour ces personnes réfugiées, mais aussi pour les professionnels de la francisation. Merci Claudia. Et nous aimerions savoir quels sont les principaux éléments qui ont eu une influence sur leur parcours d'apprentissage du français. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a des éléments tels que l'âge, le niveau de scolarité, leur état de santé physique, mentale, parce qu'il y en avait qui avaient un choc post-traumatique à cause des violences qu'ils ont subies au moment d'être expulsés en fait de leur pays d'origine, le Bhoutan. Donc ça, c'est des éléments qui ont une influence sur leur capacité et leur disposition à s'investir dans l'apprentissage du français. C'est aussi des éléments qui sont généralement documentés dans la littérature scientifique. Ce que ma thèse a permis de mettre en lumière, c'est l'influence d'autres éléments qui ont été identifiés comme des vecteurs qui ont vraiment une influence dans le parcours d'apprentissage du français. Il s'agit de l'influence des mobilités, des apprentissages de la migration et des dynamiques familiales. Donc, pourquoi le rôle de la mobilité? C'est que c'est pour ces individus, la mobilité fait partie de la vie. Ils ont été contraints à quitter le Bhoutan. Ils sont allés au Népal pendant une vingtaine d'années. Pendant ce temps-là, dans les camps de réfugiés, il y en a qui ont pu sortir des camps pour aller travailler dans différentes villes au Népal, ou même d'autres sont allés en Inde. Tous ces voyages-là ont été des occasions d'apprentissage. Une fois qu'ils ont été réinstallés au Québec, il y en a qui sont restés, mais il y en a aussi beaucoup qui sont partis, soit vers d'autres provinces canadiennes ou vers les États-Unis pour rejoindre d'autres compatriotes qui avaient été réinstallés là-bas. Donc, pour eux, là, la mobilité fait partie de la vie. Donc, le deuxième élément qui est étroitement lié au premier, c'est la question des apprentissages de la migration. Ce qu'on voit, c'est que les apprentissages sont vraiment une constante dans le parcours d'intégration de ces réfugiés-là, mais aussi dans le parcours d'apprentissage du français.
dans le fond, on voit que l'apprentissage de la langue, ce n'est qu'un apprentissage parmi tous les apprentissages que la personne immigrante ou réfugiée doit faire quand elle s'installe dans une localité. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les apprentissages qui ont été faits antérieurement, c'est-à-dire les apprentissages qu'ils avaient fait peut-être dans les camps de réfugiés au Népal ou ceux qui ont fait dans les premiers temps qui sont arrivés ici, mais à chaque étape du parcours d'apprentissage du français, les individus sont capables d'aller mobiliser ces apprentissages-là et de les actualiser, puis deviennent de tremplin pour faire d'autres apprentissages. C'est comme une belle boucle positive qui peut s'installer. Puis enfin, le troisième élément qui se démarque, c'est l'omniprésence des dynamiques familiales qui influencent les parcours d'apprentissage, mais aussi les parcours de vie de ces réfugiés. Au point de vue de l'apprentissage du français, là, on s'aperçoit que ça peut l'influencer soit négativement ou positivement. Négativement, dans le sens que parfois les responsabilités familiales, que ce soit de prendre soin des enfants ou de leurs parents, ça devient un frein à la participation au programme de francisation. En contrepartie, parfois, ils suivent les cours de francisation en même temps que d'autres membres de leur famille. Puis là, quand ils sont à la maison, ça leur permet de développer des stratégies d'apprentissage en s'appuyant sur les membres de leur famille. Quel type de service d'accompagnement devrait-on offrir afin de soutenir les personnes immigrantes et réfugiées dans leur parcours d'apprentissage du français? En fait, on devrait leur offrir un accompagnement de proximité qui s'inscrit dans la durée. On devrait leur offrir des services qui prennent en compte les dynamiques familiales et certaines contraintes qui sont liées. Donc, des services là, vraiment qui font preuve d'une plus grande flexibilité, qui concernent à la fois les conditions d'admission, mais aussi les conditions pour se maintenir dans les différents programmes de formation. On devrait aussi offrir des cours de francisation qui sont mieux adaptés aux besoins des apprenants puis qui tiennent en compte leur capacité d'apprentissage, mais aussi les projets qu'ils souhaitent développer au sein de la société d'accueil. Ce que j'ai vu aussi dans ma thèse, c'est que les personnes ressources, puis quand je parle de personnes ressources, je réfère ici aux bénévoles, aux professionnels qui travaillent dans les organismes communautaires, aux professionnels de la francisation, aux agents de milieu interculturel. Toutes ces personnes-là qui se retrouvent sur le parcours d'apprentissage du français en viennent à jouer un rôle vraiment significatif dans la vie des personnes immigrantes et réfugiées. Parfois, ils viennent même à occuper un rôle d'une famille de substitution. Ils occupent un rôle, c'est ça, super important. Là. Il y a un lien de confiance vraiment, vraiment fort qui se crée. Donc, on voit que ce qui fait la différence, c'est que souvent, ces personnes ressources-là se trouvent près des réfugiés, des personnes immigrantes et réfugiés dans les premiers moments qui suivent leur accueil et leur arrivée, puis ils les suivent là, tout au long du parcours, ce qui fait qu'ils développent vraiment un profond sentiment d'attachement avec eux, mais aussi indirectement avec la société d'accueil. Puis du côté des personnes ressources, ce qui fait la qualité du lien de confiance, on s'aperçoit que l'approche qu'elles ont avec les personnes immigrantes, c'est vraiment empreinte d'une grande humanité, puis que ces gens-là prennent le temps. Même s'ils ne l'ont pas, ils prennent le temps. Ils prennent le temps d'apprendre à se faire confiance. Ils prennent le temps d'apprendre à se connaître, de s'écouter. Ils se donnent le temps d'apprendre. Puis pour conclure, c'est une des choses qui est à retenir de ce projet-là. Je dirais que justement, s'il y a quelque chose qui est souvent sous-estimé et qui n'est pas pris en compte au moment de l'élaboration des différentes politiques, des programmes, c'est cette notion-là qui est intangible, mais fondamentale, qui repose sur le fait que toute relation qui vise à accompagner quelqu'un, à soutenir un individu pour lui permettre de développer son plein potentiel, prend ancrage dans un lien de confiance. Un lien de confiance qui peut se développer quand on lui donne le temps.